Et salut à tous, c'est Arthur, bienvenue sur la chaîne de l'éco-citoyen où on parle d'économie circulaire, mais pas que. Et aujourd'hui, c'est Laura qui va nous présenter le sujet du jour. Quoi? Non, je plaisante Laura. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me fascine, le biomimétisme. Le biomimétisme? Mais c'est quoi exactement? Eh bien, la nature a plus de 3,8 milliards d'années d'évolution. Autant dire que durant toute cette période, elle a su trouver des techniques innovantes pour s'adapter à son environnement. Mais en quoi ça consiste exactement? T'as des exemples? C'est une approche qui consiste à s'inspirer de la nature et des écosystèmes pour concevoir une vision bien plus optimiste qu'elle ne l'est actuellement, si vous voyez ce que je veux dire. En effet, la nature serait-elle une source de connaissances infime à l'image d'une bibliothèque remplie de savoir? Cette démarche consiste à reproduire les stratégies élaborées d'adaptation des organismes vivants ainsi que leurs principes d'écosystème. L'imitation de modèles naturels permettant la résolution de problèmes techniques et complexes liés à notre société industrialisée. Il s'agit ici de s'inspirer des systèmes et solutions inventés et surtout sélectionnés par la nature au cours de ces 3,8 milliards d'années d'évolution qui répondent à nos problèmes actuels. Chaque partie de chaque espèce est un livre ouvert et nous donne du savoir, de la connaissance. Il existe plus de 8 millions d'espèces animales sur la planète, dont 6,5 millions sur Terre et 2,2 millions dans l'eau, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous avons découvert à peine 15% des espèces vivantes sur la planète. Notre monde est une bibliothèque remplie de livres fournis en connaissances et en savoir. T'as des exemples? Bien sûr, notamment Léonard de Vinci, qui par cette compréhension et ce mode de pensée lui ont permis de s'inspirer des oiseaux et de construire l'ornithoptère, première machine volante, ou encore Clément Ader, l'un des pionniers de l'aviation, qui s'est inspiré des chauves-souris pour concevoir l'éole. Mais prenons encore l'exemple du train japonais Shinkansen. Grâce à des améliorations successives au fil du temps, ce train a pu acquérir une vitesse de pointe passant de 210 à 405 km/h. Autant dire une vitesse de croisière de 320 km/h en moyenne. Dès le début, ce TGV a rencontré quelques difficultés, notamment à cause de la typologie géographique de la zone. La zone reliant Tokyo à Osaka est très montagneuse et les tunnels sont nombreux, et lorsque ce train circule à grande vitesse, il comprime et déplace beaucoup d'air. À chaque passage de tunnel, une compression et un relâchement d'air très rapide s'effectuaient, provoquant ainsi d'énormes explosions sonores, de véritables nuisances auditives dérangeant les riverains à proximité des tunnels. Eiji Nakatsu, l'ingénieur en charge des essais du train, fut devant un énorme problème. En effet, une loi au Japon limite les bruits dans les zones résidentielles à 70 décibels. Alors qu'un train allant à 300 km/h provoque des bruits allant jusqu'à 90 décibels, le train Shinkansen allant à 320 km/h, lui, provoquait de véritables bangs supersoniques, véritablement insoutenables pour les riverains. Et donc, Eiji Nakatsu, l'ingénieur en charge des essais du train, s'est demandé si la nature n'avait pas déjà répondu à ce problème-là. Cet ingénieur, féru d'apprentissage en connaissances sur les oiseaux, observa un jour la remarquable façon dont le martin-pêcheur chassait. L'efficacité de l'oiseau pour passer entre deux milieux de densité différentes, sans perte de vitesse ni de remous de l'eau, était impressionnante. La comparaison entre ces deux phénomènes était inévitable. Un train passant dans un tunnel rencontre soudainement une forte résistance due à la pression de l'air, tout comme le martin-pêcheur lorsqu'il plonge dans l'eau, il change de milieu passant de l'air à l'eau. L'oiseau a donc naturellement répondu à son problème. Il prit donc la décision de recopier la morphologie du train Shinkansen à l'image du martin-pêcheur. Et donc l'avant du train Shinkansen ressemble étrangement au bec du martin-pêcheur. Cette reproduction lui a valu une réduction considérable des nuisances sonores.
une augmentation de la vitesse de 10% et une réduction de la consommation énergétique de 16%. Ah d'accord. En gros, on s'inspire de la nature pour trouver des solutions innovantes. C'est exactement ça, Laura. On s'inspire de la nature et des écosystèmes pour trouver des solutions parfois très techniques à notre société. Et ça marche pour tout. Il suffit d'observer la nature et son environnement dans son ensemble. Tiens, par exemple, donne-moi au hasard un animal. Je ne sais pas, moi. Des requins, par exemple? Eh bien, les requins n'ont pas d'écailles. En vérité, ce sont de minuscules denticules qui ont évolué au fil des années pour devenir le meilleur revêtement anti-turbulence au monde. D'ailleurs, Airbus s'en est inspiré pour son A380 et son A350, leur permettant une réduction de la consommation de carburant jusqu'à 5%. Et comme la forme de la peau du requin est un excellent revêtement anti-turbulence, l'on a copié ce procédé pour les combinaisons de natation qui ont été interdites aux Jeux Olympiques de Pékin. Ici, Michael Phelps, recordman du monde, qui a brisé 8 records du monde avec cette combinaison. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être le meilleur revêtement anti-turbulence au monde, c'est également le meilleur revêtement anti-fouling au monde. Et oui, vous ne verrez jamais un bigorneau accroché sur la peau d'un requin comme vous pouvez le voir sur une baleine. Car les baleines, elles, ont évolué pendant 30 millions d'années dans l'eau, alors que les requins ont évolué pendant 400 millions d'années. D'ailleurs, une firme allemande a développé une peinture qui, après séchage, copie la forme des denticules cutanés du requin. Cette peinture est le meilleur revêtement anti-fouling pour les bateaux au monde, pour empêcher que les algues et les coquillages ne s'y attachent. En effet, plus un bateau est dans l'eau, plus il y a de risques que la coque soit chargée d'organismes aquatiques venant se fixer sur cette dernière. Plus cette colonisation prend de l'ampleur sous la coque d'un bateau, plus ce dernier consomme du carburant. Cette peinture anti-fouling permet donc une économie de carburant assez conséquente. Alors Laura, tu comprends maintenant ? Ah d'accord, c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'environnement et étudier la nature du coup. Exactement. C'est beaucoup plus clair maintenant. Merci Arthur. Mais de rien Laura. Voilà, j'espère que vous comprenez un peu mieux maintenant les principes du biomimétisme et de son importance surtout. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper.